Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles et locales et internationales, mais aujourd'hui on va consacrer une bonne partie de notre émission sur le 14 juillet, bien sûr, la fête nationale de la République française. Tout d'abord, j'aimerais bien accueillir dans le studio Dr Yousra Chaaben. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter quelques reportages. Vous allez faire vos commentaires tout à l'heure. Okay. Je commence avec un commentaire ou bien un reportage local concernant le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au gouvernorat d'Alexandrie pour suivre de près les projets de développement et de services. Madbouli a souligné le bond civilisationnel dont témoigne actuellement la ville d'Alexandrie grâce à des projets de développement, notamment la construction de nouvelles villes et l'éradication des bidonvilles. Reportage. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté ce lundi le projet de développement du centre de cathétérisme cardiaque et de chirurgie thoracique à l'hôpital East City affilié au secrétariat des centres médicaux spécialisés. Lors d'une tournée d'inspection en marge de sa visite dans le gouvernorat d'Alexandrie lundi, Madbouli a écouté les explications de la directrice du secrétariat des centres médicaux spécialisés, Maha Ibrahim, concernant le projet de développement du centre de cathétérisme et de chirurgie cardio-thoracique. Le développement de l'hôpital a débuté en 2020 avec l'aménagement du bâtiment A qui s'étend sur une superficie de 2500 mètres carrés, composé d'un rez-de-chaussée et de 4 étages, pour en faire un centre spécialisé en chirurgie cardiaque, de cathétérisme et vasculaire, a expliqué Madame Ibrahim. Au début de sa visite à Alexandrie, le Premier ministre a examiné une proposition de partenariat entre l'État, le secteur privé et la société civile pour établir un réseau de soins de santé à Alexandrie. Madbouli a affirmé son soutien à tout partenariat ou effort conjoint visant à mettre en œuvre des projets similaires en coopération entre l'État, la société civile et le secteur privé. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé aujourd'hui sa visite dans le gouvernorat d'Alexandrie par une réunion consacrée à l'examen des efforts et des mesures prises récemment pour préparer l'intégration du gouvernorat dans le système d'assurance maladie universelle. À cette occasion, un projet de création d'un réseau de soins de santé a été présenté en partenariat entre le gouvernorat, une alliance d'investisseurs et la Fédération égyptienne des chambres de commerce. La réunion s'est tenue en présence de l'ingénieur Sherif Al-Sherbini, ministre du Logement, du général Ahmed Khaled Hassan Saïd, gouverneur d'Alexandrie, du docteur Sayed Ismail, vice-ministre du Logement, de l'ingénieur Amira Salah Abdelhakim, vice-gouverneur, du général Mahmoud Nassar, président de l'organisme central de la reconstruction, de M. Ahmed Al-Wakil, président de la Fédération des chambres de commerce, et de l'ingénieur Dr Ahmed Abdelwaheb, membre du conseil d'administration de la Fédération. Je rappelle que notre invité ce soir dans le studio, Dr Yousra Chaaben, vous êtes professeur en droit à l'université de Ain Shams. Bienvenue dans notre studio. Alors là, le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait une visite d'inspection dans le gouvernorat de la grande ville, la belle ville d'Alexandrie. Que pensez-vous du développement à Alexandrie et en général dans le pays? En fait, le développement à Alexandrie en particulier, il vient dans une vision globale de 2030 de l'Égypte, de développer les villes et les gouvernorats qui n'ont pas eu leur, comment dire, leur, oui, peut-être leur chance, oui, leurs opportunités pour être des villes modernisées, etc. Par contre, on doit souligner l'effort
nord du pays ces dernières années en ce qui concerne les villes, surtout de la 4e génération. Non seulement en ce qui concerne aujourd'hui, le Premier ministre a rendu visite à des hôpitaux, etc. Mais en général, il y a d'autres efforts concernant aussi des villes, pour rendre des villes de la 4e génération, comme la ville de Sharm el-Sheikh, comme la ville, des villes côtières en fait, et en particulier Alexandrie, Sharm el-Sheikh, les villes au sud de l'Égypte. Moi je pense que cette politique de développement, elle vient dans un cadre global d'une vision 2030 pour mettre les villes à hauteur du développement, en plus ou moins que les villes soient toutes au même stade du développement. Oui. Dans tous les secteurs en fait. Sans oublier la nouvelle capitale administrative. Certainement, qui est vraiment un quartier ou une ville vraiment très sophistiquée et verte. Et modernisée, oui. Intelligente, oui, surtout. Oui. Là, l'éradication des bidonvilles. Oui. Aujourd'hui, bon, il y a quelques années, la ville du Caire comprenait vraiment des quartiers de bidonvilles, mais incroyables, comme par exemple le quartier qui est juste en face de la citadelle, dans le Vieux Caire, etc. Quel est l'état aujourd'hui? En fait, avec un peu de réservation sur cette étape en particulier, parce que on n'oublie pas que ces quartiers-là, ils incarnent l'histoire de l'Égypte. Non seulement l'histoire islamique, mais surtout des années et des siècles de civilisation. Excusez-moi, moi je ne parle pas du Vieux Caire. Oui. Je parle des bidonvilles en général dans le Caire, sur le Caire. Ok. Alors il y avait des quartiers vraiment défavorisés incroyablement et on les a... Et ça sera en fait dans le cadre de Haya Karima, de vie décente, oui. Ce qui est une étape très importante, mais comme je vous dis, je pense qu'ils vont en quelque sorte ou de façon ou d'autre préserver l'histoire, la civilisation de l'Égypte dans certains quartiers dont je vous parle, le Vieux Caire en particulier, mais c'est comme une balance, c'est comme un équilibre qu'on doit réaliser certains développements, mais en même temps préserver l'identité, l'histoire, la civilisation de beaucoup de quartiers, au Vieux Caire en particulier. Non, mais de toute façon, il y a un grand projet de transformer tout le Vieux Caire le centre-ville, et le Vieux Caire. Oui. On a un musée ouvert et on s'attend vraiment impatiemment. Oui, en fait, il faut faire ça parce que l'architecture égyptienne des époques particulières en Égypte, elle incarne un art. Non seulement une belle architecture, au contraire, mais c'est un objet d'admiration en fait. On doit prendre du temps comme ça et admirer les ingénieurs de l'époque, les architectes qui ont pu faire ces monuments-là, en fait. Sûr. Si on se balade dans au centre-ville, tout simplement, au Tahrir ou autre. Au Vieux Caire. Certainement. Dans la rue El Mouez. Et donc, je vous dis que c'est vrai que le développement vient dans un cadre important, mais c'est comme une balance. On doit quand même préserver ou conserver l'identité et l'histoire. Je pense qu'ils vont le faire d'une façon ou d'autre. D'accord. Je vais passer à un autre sujet. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, se rend à Bruxelles pour participer à la 5e réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays du voisinage sud. Cette participation s'inscrit dans le cadre des consultations sur la charte pour la Méditerranée que le bloc européen envisage de lancer avant la fin de l'année en cours. Là, je vais passer à notre thème principal pour cette émission, c'est la fête nationale de la République française. La France célèbre sa fête nationale, bien sûr, aujourd'hui, le 14 juillet. Comme chaque 14 juillet, la France célèbre cette fête, un jour unique d'unité qui commémore plusieurs choses.
Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a prononcé un discours lors de la session renforcement du multilatéralisme, des questions économiques et financières et de l'intelligence artificielle dans le cadre de sa participation au nom de son Excellence Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République, aux travaux de la 17e édition du sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro au Brésil les 6 et 7 juillet. Au début de son discours, le Premier ministre a déclaré qu'il tenait une nouvelle fois à exprimer ses sincères remerciements à son Excellence, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, pour son accueil aujourd'hui. Il salue également les chefs d'État et de gouvernement des pays partenaires du groupe BRICS présents à ce sommet. Madbouli a ajouté que cette réunion intervient à un moment où le monde connaît des crises et des défis complexes, ainsi qu'un recul du multilatéralisme et de l'efficacité du système international. Il a poursuivi que les pays en développement souffraient de l'aggravation du fardeau du service de la dette, de l'inflation et de la difficulté d'obtenir des financements concessionnels suffisants pour les projets d'infrastructures de développement nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Il a ajouté que cette situation est encore compliquée du fait des tensions et conflits géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, ce qui a entraîné d'autres défis tels que l'immigration illégale et le déplacement forcé des populations sous forme de réfugiés ou de migrants clandestins. Le Premier ministre a poursuivi que l'Égypte croyait en la nécessité de renforcer le système multilatéral avec en son cœur des Nations Unies pour faire face aux défis croissants. 14 juillet en France, dit fête nationale, feux d'artifice, bal des pompiers et défilé militaire. Une journée de liesse en France qui trouve son origine au XVIIIe siècle. On pense souvent à tort que le 14 juillet célèbre la prise de la Bastille de 1789, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas cela que les Français commémorent, mais la fête de la Fédération qui a eu lieu un an après, en 1790. Cette date représente la dernière grande journée d'unité nationale avant le début de la Terreur, période la plus sombre de la Révolution française qui verra la nation française s'affronter jusqu'en 1794. La fête de la Fédération a été organisée pour célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille, mais également pour rassembler les membres des fédérations régionales de gardes nationaux. Le 14 juillet remplace le 15 août. Cette journée de 1790 est marquée par un défilé militaire entre la Bastille et le Champ de Mars. Une tradition qui est restée puisque chaque année, les armées françaises défilent le 14 juillet, mais sur les Champs-Élysées. Cependant, si le 14 juillet que les Français célèbrent date de 1790, ce n'est qu'un siècle plus tard que ce jour est devenu une fête nationale. La décision a été prise en juillet 1880 sous la Troisième République. Avant cette date, c'est le 15 août qui était la fête nationale française. La date avait été choisie par le roi Louis XIII en 1638. Ce dernier souhaitait alors placer la France, fille aînée de l'Église, sous la protection de la Vierge Marie pour la remercier de la naissance de son fils, Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Alors, on parlait bien sûr de la célébration de la France de la journée nationale, le 14 juillet. Comme par hasard, c'est votre anniversaire, non? Oui, c'est vrai. C'est le jour de mon anniversaire. Exactement. Alors, c'est quoi le 14, à part votre anniversaire? Alors, pourquoi la France célèbre précisément le 14 juillet? C'est un symbole très important parce que les révolutionnaires, à cette date-là, en 1789, ils ont réussi à entrer à la Bastille. La Bastille, c'était la prison, la plus grande prison à l'époque, et surtout ça incarne la période royale, la période où il y avait plus de domination, de monarchie, ainsi de suite. Et donc les révolutionnaires, ils venaient de Marseille et jusqu'à Paris, raison pour laquelle ils ont même l'hymne national français qui s'appelle la Marseillaise, parce que les révolutionnaires sont venus de
de Marseille et jusqu'à Paris, arrivant à la Bastille pour démolir les symboles du royaume, le symbole de la monarchie, le symbole de l'injustice et ainsi de suite. La dictature, surtout, de cette date-là, c'était le 14 juillet, et depuis cette date-là, la France célèbre tous les 14 juillet de chaque année leur fête nationale. Est-ce que vous avez assisté déjà Oui, quand j'étais à Paris, oui. Moi je réservais ma place aux Champs-Élysées, parce que c'est un grand défilé, et non seulement à Paris, mais aussi dans les villes. Le feu d'artifice, c'est le 13 à minuit, le 13 soir à minuit, c'est-à-dire le début du nouvel jour. Le 14, ils font les feux d'artifice. Après, il y a beaucoup de défilés partout dans les différentes villes, partant de la mairie, où ça dépend de chaque ville surtout, de la mairie et jusqu'au centre-ville. Et à Paris, précisément, c'est tout au long des Champs-Élysées, il y a le défilé de toute l'armée, dans tous les secteurs en fait, pompiers, chevaliers, tout en fait, tous les secteurs. C'est très beau. C'est très très beau, exactement. Il y a des symboles pour la Révolution française, surtout les écrivains, les grands comédiens écrivains comme Molière, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Alors, quel est le rôle de ces intellectuels? En fait, les intellectuels, dans toutes les époques, ils sont comme la lumière pour les révolutionnaires. Ils les inspirent, ils leur donnent les idées, je peux dire les idées, je ne vais pas dire légales, mais surtout des idées d'équité, des idées justes, comme Voltaire, comme Montesquieu, comme Jean-Jacques Rousseau qui a parlé du contrat social, et de ce contrat social, ils ont commencé à mettre les bases de la démocratie partout, non seulement en France, mais ces idées françaises ont pu traverser et voyager partout dans le monde, comme l'Égypte, avec le début des missionnaires, ou les débuts de même les intellectuels Refat-Tahtaoui qui sont allés étudier en France, savoir beaucoup plus sur le droit, la civilisation, l'histoire, le droit de l'homme, écrire l'histoire d'une nation en fait. C'est pas le rôle des intellectuels, c'est pas, je veux dire, c'est pas facile, parce que ils incarnent ou ils commencent à construire avec tous les autres peuples des idées qui sont des idées comme shadow, comme background, comme une arrière-pensée qui motive les gens à prendre des pas. Des pas réels, des pas pratiques, parce que d'habitude les philosophes, les intellectuels, ils sont dans leur monde, dans leur chemin, dans des idées philosophiques parfois peu pratiques, sont plutôt des idées théoriques qui ne sont pas réalistes, peut-être, mais ils incarnent des idées nobles, qui aident les autres à prendre des pas réels et des pas pratiques vers la démocratie, vers le droit de l'homme, vers le début d'un code civil, parce que le code civil, c'est le premier code, c'est le code Napoléon, qui a été codifié en 1804, à la suite de la Révolution française. Voilà, il incarne les grandes valeurs de la République française, l'égalité, la fraternité et l'égalité. Ce sont les trois valeurs françaises très importantes. Très bien. Bon, je vais passer à un autre angle de notre sujet. Il s'agit des relations stratégiques entre l'Égypte et la France, qui représentent un modèle vivant des liens forts. Ces relations jouissent d'une longue histoire de coopération et de compréhension et représentent désormais un modèle vivant des liens forts face aux défis mondiaux. Reportage.
Les liens entre le Caire et Paris ont reçu une impulsion significative depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, grâce à la volonté des chefs de deux États d'intensifier les communications et la tenue des rencontres et des sommets afin d'améliorer les relations bilatérales distinguées, de poursuivre la coordination conjointe et d'échanger les vues sur les crises de la région, surtout la situation dans le territoire palestinien occupé, les souffrances humanitaires sans précédent en raison de l'agression israélienne brutale contre la bande de Gaza. À noter que la visite historique qu'a effectuée le président français Emmanuel Macron en Égypte ajoute une nouvelle valeur aux relations fondamentales entre les deux pays et traduit la volonté conjointe de renforcer davantage la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines stratégiques, économiques et culturels, et de poursuivre la coordination commune sur toutes les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite reflète aussi l'engagement de la France à soutenir la forte position de l'Égypte en tant que pierre angulaire de la stabilité. Les relations politiques entre le Caire et Paris, fondées sur l'amitié et la confiance, se reflètent également par de nombreuses réunions bilatérales de haut niveau et des visites mutuelles entre les responsables des deux pays selon des experts. Le partenariat stratégique bilatéral se renforce en période de défi, comme l'a confirmé l'ambassadeur de France en Égypte, Éric Chevalier, qui a décrit l'Égypte comme le partenaire clé de son pays en matière de paix et de sécurité dans la région. L'ambassadeur a loué la coopération économique et commerciale entre les deux pays, signalant déjà dans des déclarations à la presse qu'il y avait 200 entreprises françaises opérant en Égypte. Les investissements français en Égypte s'élèvent à 7 milliards d'euros. De nombreuses entreprises françaises en Égypte exportent de même leurs produits et services à l'étranger, assurant ainsi des devises fortes à l'Égypte, étant donné qu'elle ne se limite pas seulement au marché égyptien, mais aussi au marché africain et de la région, dont l'Égypte est la porte d'entrée, a-t-il ajouté. Docteur Yousra Chaaben, je rappelle que vous êtes professeur en droit à l'université de Ain Shams. Là, comment vous décrivez les relations égypto-françaises? Les relations égypto-françaises, si je peux la décrire en un mot, c'est un mot un peu traditionnel, mais moi je l'apprécie. C'est le mot des alliés. Un des alliés en fait. Oui. Et si on dit Égypte-France, pour moi, il s'écrit un grand mot, un autre terme, c'est la francophonie. Oui. Et de cette francophonie, je vois aussi des liens non seulement politiques, non seulement stratégiques, mais aussi culturels. Parce qu'on se rappelle tous, lorsque la France est venue fin du 19e siècle, elle est venue avec des savants, avec Champollion, avec des missionnaires dans mon domaine du droit qui ont mis qui ont mis la base, la nouvelle structure de l'IDAI, l'Institut de droit des affaires à l'Université du Caire. Voilà, ils ont mis dans l'agriculture, non seulement en droit, au niveau de l'apprentissage des lettres, de la civilisation, etc. Et donc, pour moi, la France, c'est un pays des savants, c'est un pays de la culture, c'est un pays de la lumière. Lorsqu'on dit toujours France des Lumières, des frères Lumière aussi, voilà. Et donc, pour moi, la France, c'est toute une culture et que l'Égypte, sur place au Moyen-Orient, et vu son emplacement géographique et stratégique, elle est comme le président et comme le président Macron et comme l'ambassadeur Éric Chevalier a rappelé que l'Égypte est un allié fort et le clé de son pays pour la paix et le développement. C'est vrai, parce que l'Égypte, lorsqu'on retourne vraiment sur l'identité de l'Égypte, et on voit beaucoup de nos philosophes et des écrivains, ils ont écrit les 7 piliers de l'identité égyptienne. Parmi ces piliers, non seulement qu'on est à la Méditerranée, non seulement qu'on est arabe, non seulement la phase pharaonique, mais on a aussi
un aspect francophone, un aspect anglophone, un aspect, voilà. Et donc l'Égypte, c'est au centre des événements, elle est le carrefour de tout en fait, de toutes les identités. Heureusement qu'on sait traiter avec tout le monde, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens, des francophones, des anglophones, voilà, des Arabes, de tout en fait, parce que l'Égypte, elle est comme un pot où il y a toutes les cultures. Et donc, à mon avis, les relations franco-égyptiennes, elles se soulignent non seulement pour la politique, mais aussi par la culture. Politique, culture et bien sûr économie. Et certainement, parce qu'aujourd'hui aussi, sur la page d'un réseau social de l'ambassade de France en Égypte, j'ai vu qu'elle a publié tous ses partenaires en Égypte. Les partenaires silver, les partenaires d'or, les partenaires stratégiques, y compris dans tous les secteurs en fait d'énergie, d'électricité, du métro, RATP ou RATP, le métro soit à Paris ou en Égypte maintenant pour les nouvelles lignes. Et donc, c'est vrai que même au niveau économie, il y a beaucoup de compagnies françaises qui investissent ici en Égypte et que ça incarne cette relation franco-égyptienne éternelle. Et en ce qui concerne en particulier ce qui me touche, ce qui est l'enseignement supérieur, on voit que la France, elle a bien mis le pas dans plusieurs secteurs et dans plusieurs facultés en mettant en place une section française qui délivre à nos étudiants des diplômes non seulement des diplômes égyptiens, mais aussi le diplôme français. Que moi j'étais anciennement diplômée de l'université de Ain Shams, de la section française, qui est en partenariat avec une des universités en France, qui est l'université de Jean Moulin Lyon 3, à Lyon, et qui a délivré à la fin de notre étude un diplôme supérieur français et des études de droit et aussi bien sûr le licence de droit égyptien. Et donc la France, elle a pu mettre en place des sections françaises, comme je vous dis, c'est la porte de leur culture, c'est la porte de la présence de la France en Égypte. Et dernièrement, avec la présence du président Macron lorsqu'il est venu en avril, moi je pense que c'est encore une nouvelle page qui s'ouvre pour ces relations franco-égyptiennes. Je pense que sa visite, elle a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de force à cette relation et j'espère qu'elle aura bien de fruits pour tous les jeunes, certainement. Alors, je passe à un troisième angle. Il s'agit de la France qui occupe une position stratégique en Europe, en Afrique et dans certaines régions d'Asie. En Europe, elle est un acteur majeur de l'Union européenne et un moteur de l'intégration européenne. En Afrique, elle entretient des relations historiques marquées par des liens économiques, culturels et militaires. Et en Asie, elle a des relations commerciales et diplomatiques. En Afrique, la France entretient des relations complexes et historiques marquées par des liens économiques, culturels et militaires, notamment dans l'ancienne zone d'influence de la France-Afrique. En Asie, la France a des relations commerciales et diplomatiques, mais son influence y est plus limitée que dans les deux autres continents. En Europe, la France est un membre fondateur de l'Union européenne et l'un de ses principaux moteurs. Elle joue un rôle actif dans la définition des politiques européennes, que ce soit en matière économique, politique ou de défense. Elle est la deuxième puissance économique de l'Union européenne et une puissance démographique importante. Elle a des relations étroites avec ses voisins européens, notamment l'Allemagne, et participe activement à la construction européenne. En Afrique, la France entretient des relations complexes, héritées de son passé colonial. Elle est un partenaire économique important pour de nombreux pays africains, notamment dans le domaine de l'énergie et des matières premières.
Elle est également présente militairement dans certains pays africains, notamment à travers des bases et des opérations militaires. La France a des relations commerciales et diplomatiques avec de nombreux pays asiatiques, notamment en termes d'échanges commerciaux et culturels. Son influence en Asie est plus limitée que dans les deux autres continents, mais elle cherche à renforcer sa présence dans la région. La France est également engagée dans des coopérations scientifiques et universitaires avec certains pays asiatiques. Même si on parle de la France qui colonisait quelques pays en Afrique, par exemple, mais en même temps, tous ces pays même sont reconnaissants pour la France pour soit le développement, soit les sciences, etc. Comment les Africains, ou bien les relations entre la France et l'Afrique, par exemple? Oui, en fait, moi, le terme colonisation, je pense qu'il y a maintenant d'autres termes plus modernes, tels que, je ne sais pas, mais il y a certes l'échange, il y a d'autres termes qui peuvent faire le même rôle, mais avec de nouveaux termes. À titre particulier, il me vient à l'esprit le président Senghor, qui était un Africain, peut-être pour les gens qui ne le connaissent pas, mais il était formé en France et il est revenu en Afrique. Il a fait beaucoup de développement et même ici à Alexandrie, on a l'université Senghor qui incarne jusqu'à maintenant la francophonie en Afrique. Et donc tout ça, je le dis pourquoi? Parce que à mon avis, la France, elle forme aussi des cadres, elle forme aussi des inspirants, elle forme des intellectuels. Que cet intellectuel reste en France ou retourne dans son pays, c'est un choix. Mais dans tous les cas, il y a par exemple l'École nationale de l'administration, qui est maintenant l'institut de formation des cadres, etc., qui a formé beaucoup de leaders africains. Exemple Senghor, ce n'est pas le premier ni le dernier, mais la France, elle tend les mains pour beaucoup de leaders africains et je veux dire que cette éducation, cette culture, maintenant dans votre reportage, vous avez parlé du rayonnement. Et ça c'est vrai, parce que même au niveau du droit, en ce qui concerne mon domaine en particulier, on parle du rayonnement du code français dans tout le monde en fait. C'est pas uniquement en Égypte, mais en droit comparé, on parle de transplant, on parle comme le transplant du foie, par exemple. C'est les mêmes idées en fait qui bougent, qui circulent partout dans le monde, que ce soit en Égypte, au Brésil, au Portugal, etc. Et donc le code civil, c'est vrai que lorsque Napoléon était à Sainte-Hélène, il a bien dit que ce qui va, c'est pas ma gloire. Il disait que c'est pas ma gloire militaire qui va exister et persister et subsister tout au long de la vie, mais c'est plutôt le code civil, le code, le droit, la justice, l'équité, c'est ça qui a existé jusqu'à nos jours. Maintenant, et jusqu'à maintenant, l'Égypte, elle a suivi le code Napoléon en ce qui concerne le droit. Et elle a transmis, l'Égypte a transmis cette expérience aux pays du Golfe, comme le Koweït, comme l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays arabes. Et donc, c'est vrai que l'Égypte, c'est un centre de rayonnement et la France, grâce à sa culture, ce savoir-là, elle a pu transmettre ses valeurs, ses idées, son éducation partout dans le monde. Très très bien. Merci beaucoup, docteur Youssef Chaaben. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Et je souhaite à la France, à tous les Français ici en Égypte et partout dans le monde, une très très bonne fête du 14 juillet, c'est-à-dire la fête nationale de la République française. Très très bonne soirée. Au revoir.